Bienvenue à la caserne. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, ici c'est un futur tiers-lieu culturel et social qui ouvrira officiellement ses portes, parce qu'en vrai on n'est pas ouvert, au mois de mai. En attendant, en fait, on fait quelques petits événements parce que les gens demandent. Donc voilà, et on est très contents de vous voir très nombreux ce soir, ça fait vraiment plaisir. Et puis moi je me présente, donc je suis Émilie, je suis la future animatrice et coordinatrice du tiers-lieu avec Christelle qui est juste derrière vous au bar là-bas. Voilà. Donc on va bientôt animer ce lieu, enfin on a déjà commencé. Et puis je te laisse te présenter. Oui, alors moi je suis Céline Genevet, donc je suis sophrologue à Sourcieux-les-Mines. Je suis également praticienne en EFT clinique. Enfin, EFT c'est une pratique, donc c'est Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération émotionnelle par la stimulation de points d'acupuncture sur le visage, sur le haut du corps, sur les mains. Et du coup, c'est une technique thérapeutique. Et je suis également formatrice en entreprise sur ce qu'on appelle les soft skills, si mon anglais est bon. En tout cas, voilà, c'est les compétences de savoir-être, donc ce qu'on appelle les compétences comportementales, émotionnelles, relationnelles. Donc tout ce qui va autour en fait, de la compétence technique. Voilà, donc plus l'aspect relationnel, émotionnel, humain, en fait. Et puis l'idée de la soirée, c'est vraiment de se familiariser avec les émotions. Voilà. Donc on va, si vous êtes d'accord, bien sûr, hein, si vous n'avez pas envie, c'est OK aussi, mais interagir ensemble. Voilà, avoir vos ressentis à vous aussi, et puis toutes vos questions sur le sujet. On peut en parler pendant des heures, hein, parce que moi, dès que je discute avec Céline, ça dure très longtemps. Donc on va essayer de cadrer tout ça. Mais voilà, le but, c'est que vraiment, voilà, il y ait un petit échange avec vous ce soir sur le sujet, donc n'hésitez pas. Oui. En fait, une causerie, pourquoi ça s'appelle une causerie? C'est parce qu'en fait, justement, c'est des échanges, on sort de la conférence formelle, il n'y a pas de slide, il n'y a pas de long discours, il y a de l'interactivité, il y a de la créativité, enfin voilà, on a fait un peu de jeu théâtral, en tout cas on s'y essaye. Et voilà, l'idée c'est de s'amuser et de vous délivrer en fait des clés de compréhension sur les émotions de manière générale. Et au programme, voilà, l'idée c'est de définir ensemble, enfin voilà, de repartir avec une compréhension un petit peu plus claire de ce que c'est qu'une émotion, à quoi elles servent, et puis comment est-ce qu'elles fonctionnent, en fait, comment voilà, elles agissent à l'intérieur de nous, quels peuvent être leurs impacts, si justement elles sont plutôt des guides ou des poisons, donc c'est vraiment le titre de cette causerie, et guide ou poison. C'est selon justement qu'on ait appris, en tout cas moi c'est vraiment dans mon parcours, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait à partir du moment où j'ai commencé à découvrir toutes les connaissances qu'il y a autour des émotions, et c'est ce que je souhaite vous partager ce soir, mais en fait ça a radicalement changé ma manière de les vivre. Et moi qui suis en fait une personne qui ressent les émotions de manière très très intense, voilà, on peut parler d'hypersensibilité par exemple, enfin j'ai découvert ça un peu sur le tard, et en fait c'est que voilà, ces émotions elles peuvent être vécues de manière un peu difficile, et on peut des fois s'en sentir un petit peu victime, ça peut être parfois douloureux de les ressentir. Donc en fait, il y a des axes de compréhension qui sont très importants pour pouvoir mieux les vivre et qu'elles deviennent en fait des guides, au lieu que ça se retourne contre nous et que ça devienne des vrais poisons. Parce que c'est vraiment le cas, quand on ne sait pas les apprivoiser, ça devient des poisons pour notre corps, notre santé et notre comportement aussi, ça modifie notre comportement. Voilà, du coup, ça va être un petit patchwork de plein de choses ce soir, et on vous demande quand même toute votre indulgence parce que oui. on est novices. Voilà. Et voilà, on s'essaie, et c'est l'essence même du projet de la caserne, c'est qu'ici c'est un laboratoire. Et voilà, tous ceux qui veulent se tester à plein de choses, ils sont les bienvenus ici parce que c'est fait pour ça, c'est à petite échelle. Et voilà, et on attend aussi vos retours après, bien sûr. On pourra échanger après la petite causerie si vous avez des questions supplémentaires ou des choses plus informelles. Voilà.
Super. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Bah oui, je pense, effectivement. Moi, c'est vraiment, le lieu m'a inspiré énormément. Moi, je rêvais de ce lieu depuis une dizaine d'années. Et en fait, paf, il a émergé dans mon village. C'est juste extraordinaire. Donc du coup, voilà, moi, je le vis, en fait, cette expérience de ce soir. J'ai envie de vous la partager. C'est une partie de moi qui est un petit peu timide depuis longtemps, une partie un peu enfantine, une partie un peu clown, une partie, en fait, qui a envie de se mettre en scène et qui n'a pas osé le faire jusqu'à présent. Et j'ai envie qu'elle contribue cette part dans mon activité. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le faire sur ce format-là, dans ce lieu. Voilà. Donc bienvenue et puis on va échanger sur le sujet. Et puis on va y aller. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Est-ce que déjà, dans un premier temps, il y en a qui savent ce que c'est, les enfants, vous savez par exemple ce que c'est qu'une émotion? Vous en connaissez, j'imagine. Ouais. Vous connaissez quoi comme émotion? Est-ce que vous pouvez m'en montrer sur votre... T'as pas besoin de lever le doigt, hein. Tu peux dire direct. Ouais, celle-là. Ouais, pas mal. Bon alors, est-ce que bien, tout le monde la reconnaît, celle-là? Ouais. Ok. D'autres personnes? Est-ce que vous avez une définition de ce que ça pourrait être une émotion? Comment est-ce qu'on pourrait définir ça? Non? C'est compliqué à définir. Facile, hein. Non, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Je te propose qu'on prenne le dico, le dictionnaire. Hein? Oui. Ok. Le petit Robert. Allez. Il est tout petit, mais c'est quand même un dictionnaire petit Robert. Alors, je vais le prendre à l'endroit, c'est mieux. Émotion. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, le petit Robert, il dit... c'est une réaction affective, involontaire, face à une situation pour nous aider à nous adapter. Donc, est-ce que vous avez compris tous les mots? c'est une réaction affective. Qu'est-ce que c'est affective? Vous savez? Un affect, c'est, ça parle justement d'émotion. C'est à partir du moment où il y a de l'émotion, de l'émotionnel, on dit qu'il y a de l'affect. C'est un petit peu un synonyme. Du coup, pour nous aider à nous adapter... Ouais. Pour nous aider à nous adapter, ça veut dire qu'en gros, on ne saurait pas s'adapter dans les situations si on ne ressentait pas, en gros, ces émotions. Donc, elles nous servent à nous adapter dans les situations. Donc, elle nous aide. Elles nous aident, ouais. Et, a priori, c'est involontaire. Oui. Est-ce que c'est vraiment involontaire? Alors, involontaire, ça veut dire qu'en gros, ce n'est pas du tout soumis à notre volonté. C'est-à-dire, on ne contrôle pas. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais effectivement, les émotions, quand elles arrivent, pouf, elles nous traversent, mais on ne les contrôle absolument pas. En tout cas, on peut essayer de les contrôler et on sait très bien faire. Hein. On a tout un tas de stratégies bien rodées pour les mettre sous couvercle, pour essayer de les contourner, de ne pas les ressentir, etc. Mais de manière générale, c'est un phénomène très automatique, très inconscient. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est, je sais plus. Involontaire. Involontaire, merci. Involontaire. Moi, je propose qu'on se pose peut-être un peu tout ça, parce que là, tout le monde arrive avec ses émotions à lui et tout ça, et qu'on se pose un peu et puis qu'on voit si peut-être la définition vous parlera un petit peu plus en se posant. Ah oui, c'est une bonne idée. Ça vous dit, vous, de vous poser un peu? Donc moi, ce que je vous propose, juste dans cet élan de proposition, c'est juste de prendre un petit temps de respiration. Donc en fait, de vous délivrer une première clé pour déjà vous préparer à vivre cette soirée. Alors on a commencé déjà un petit peu, c'est un petit peu le suspense. On va commencer. Je vous invite juste à prendre conscience de la position dans laquelle vous êtes sur votre chaise. Juste ça, vous remettez votre conscience dans votre corps et vous observez comment vous vous tenez. Juste ça. Et vous sentez si vous êtes parfaitement à l'aise avec cette position ou si vous ne pouvez pas être encore plus à l'aise en modifiant peut-être ou en faisant quelques mouvements ou en relâchant certaines parties de votre corps. Voilà, juste prendre conscience de ça. Et je vais vous proposer de faire ce qu'on appelle une détente flash, qui est en fait 3 respirations conscientes et profondes qu'on va faire pour déverrouiller 3 points clés dans le corps, ce qui va nous permettre de revenir tout de suite dans l'instant présent. Donc je vais vous inviter à prendre une grande inspiration et ensuite de souffler et de libérer les mâchoires, de desserrer les dents. Puis de nouveau une grande inspiration
Et sur l'expire, vous allez déverrouiller maintenant vos épaules. Et de nouveau, une troisième grande inspiration. Et là, vous allez souffler, vous allez relâcher votre ventre et vous allez installer tout le poids de votre corps dans la chaise. Voilà. Et vous prenez le temps juste de savourer la présence que vous ressentez là, sur cette chaise, de votre corps. Juste là, vous sentez les points d'appui, vous sentez peut-être un peu de chaleur, vous sentez peut-être du calme. Et vous prenez juste un petit temps pour sentir, observer. Alors peut-être qu'il y a des bruits comme ça, intempestifs qui arrivent, qui vous parasitent. C'est intéressant aussi d'observer notre réaction émotionnelle par rapport à un bruit soudain. Et du coup, de relâcher, de se dire « Ok, ça fait partie du charme du lieu », de l'accepter comme tel, et juste de prendre un petit temps d'écoute intérieure, de prendre un temps de météo intérieure, de sentir, de goûter qu'est-ce qui est là comme émotion, ici et maintenant dans mon corps. De sentir s'il y a des tensions liées à cette émotion et où est-ce qu'elle se situe. S'il y a des pensées qui surgissent, si celles-ci sont plutôt positives, enfin agréables ou désagréables. S'il y a des jugements qui passent par exemple, ou voilà, des idées. Dans quel état d'esprit simplement vous êtes? Si vous êtes plutôt dans une ouverture, ou plutôt voilà, s'il y a un peu des freins ou des réticences, ou des, voilà, par rapport au contenu qu'on va aborder qui est plutôt sensible. Voilà. Observez juste ça, faites état des lieux sans jugement. Ok. Et puis je vous propose de l'expérimenter, toujours pareil, mais avec juste ça en plus. Et vous sentez. Vous sentez ce que ça fait. Et vous pouvez laisser venir un mouvement. Voilà. Le mouvement que crée le son à l'intérieur. Bon, nous, par exemple, voilà, hein, ça se voit. le mouvement, il vient. Peut-être assis, c'est moins pratique, je ne sais pas. Mais vous laissez juste le temps de relâcher un peu plus le corps et de vous laisser aller avec la musique. Et de relâcher juste un petit peu le cou. Alors, vous pouvez le faire tourner, votre tête. Puis vos épaules. Le faire au rythme de la musique, pourquoi pas. Et de relâcher. Et de sentir si ça a une différence, si ça fait une différence dans votre météo intérieure. Voilà, juste observer. Peut-être qu'il y a eu une transformation. Voilà, remarquez simplement l'effet du rythme de la musique sur votre corps, sur votre émotion. Ok, donc ça c'était vraiment une introduction sensitive. Ils sont tous endormis en fait. Ouais, ils sont tous hyper calmes en fait, ils sont hyper posés. Alors j'espère que pas endormis, peut-être si un peu. Mais c'est la détente. Alors on dit souvent, hein, les larmes qui viennent, c'est des fois des larmes de détente, donc c'est plutôt très positif. Voilà. Bon, super. Ben, du coup, c'est la clé numéro 1. C'est la clé numéro 1. Pardon. Exactement, la clé numéro 1 qui est justement cette détente flash, donc qui est en fait tout simplement notre respiration qu'on utilise comme un outil. On appelle ça la respiration consciente. Et c'est vraiment l'outil numéro 1 qu'on utilise en sophrologie notamment. Et voilà, c'est vraiment la base du yoga, de la méditation pleine conscience. C'est apprendre en fait à remettre cette attention dans le corps et utiliser en fait une dimension automatique, automatisée, hein, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Hein. La respiration, elle est là en mode automatique, mais par contre, on peut la réguler. Et en fait, quand on la régule, ça a un effet sur notre corps, et sur nos émotions, et sur notre bien-être, et sur notre capacité à nous concentrer aussi, ici et maintenant. Vous avez senti ?
Est-ce que ça fait des réactions? Est-ce que quelqu'un veut partager ce qu'il ressent? Je crois qu'ils sont trop timides. Non, ils sont timides. D'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'aimerais bien avoir une autre définition quand même. Ah bah oui. Parce que bon, c'est un petit peu... c'est pas forcément très, très concret. Oui. Et ben la deuxième, elle n'a pas l'air plus concrète en fait. Alors, c'est une vibration intérieure, Oui. énergie qui se met en mouvement dans le corps et qui nous permet de nous mettre en mouvement. Donc c'est une vibration intérieure. Ok. Une espèce d'énergie qui se met en mouvement dans le corps et qui nous met en mouvement. C'est ça. Ça vous parle ou ça vous parle pas? Non, pas du tout. C'est vrai? En fait, les définitions sont dures à... C'est dur de mettre des mots sur les émotions, finalement. C'est dur de mettre des mots sur les émotions. Et puis, entre la première et la deuxième définition, il y a une grande différence. C'est ça. En fait, ce que cette définition-là nous apprend, c'est qu'effectivement, il y a la notion de mouvement dans l'émotion. Et qu'en fait, émotion, quand on connaît la racine latine du mot qui est émovere, ça veut dire mettre en mouvement. Donc en fait, une émotion, c'est une information en fait qui jaillit de l'intérieur et qui est là pour nous donner en fait un mouvement, pour nous mettre en mouvement. Et ce mouvement en fait intérieur est censé s'exprimer à l'extérieur pour nous aider à nous adapter. Si on reprend un peu le mix des deux définitions. Donc en fait, en gros, s'il n'y avait pas d'émotion, on ne pourrait pas se mettre en mouvement. Par exemple, j'ai peur, je cours. Voilà. Par exemple, j'ai peur, je cours. Ok. C'est ça. Ou autre chose, je sais pas, par exemple, je suis joyeux, voilà, je peux lever les bras, je peux sourire. En fait, ça crée un mouvement. Il peut être discret, mais il peut être aussi, voilà, quand on est joyeux, voilà, ça peut être aussi un mouvement explosif et voilà, qui nous fait bouger en fait. Et donc du coup, voilà, c'est la deuxième clé effectivement. Ok. C'est que c'est une mise en mouvement qui est censée s'exprimer à l'extérieur. Et c'est vrai que si on n'avait pas ces émotions-là, finalement, notre corps, il bougerait pas en fait, on serait statique. Est-ce qu'on peut les éviter? À votre avis, on peut les éviter? C'est pas forcément très bon parfois d'exprimer une émotion. Enfin, ça dépend qui on a en face. Ouais. Si on a, je sais pas, dans le travail, entre autres, des moments, il faut garder certaines choses pour soi. Il faut les garder dedans. Donc, ouais. je pense qu'on peut à mon avis, on peut les éviter. Enfin, ne pas les montrer. Oui. Ah, voilà. C'est pas la même chose. Effectivement. C'est un débat. Ouais. Je pense qu'on les montre pas, c'est. Ouais. 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 On les garde un peu trop. Après, est-ce qu'on peut éviter qu'une émotion arrive? Ouais. Voilà. Non. C'est biologique. C'est biologique et c'est un mouvement intérieur qui est automatique. Comme on l'a dit, c'est inconscient. C'est incontrôlable. Donc, en fait, même si on croit qu'on n'a pas cette émotion, parce qu'on a la stratégie pour dire non, j'ai le déni. Il y a le déni, par exemple, le déni de l'émotion, il y a le refoulement, il y a le contournement. Enfin, il y a tout un tas de stratégies pour éviter de s'y confronter, de l'accueillir. Et du coup, ces stratégies-là, en fait, nous empêchent en fait, d'exprimer ce mouvement intérieur. Sauf que ce mouvement, il ne s'éteint pas. C'est bien là le problème. C'est qu'en fait, ça a des conséquences au bout d'un moment que le mouvement ne s'exprime pas vers l'extérieur. Mais pour que ça soit plus concret, je vais vous proposer de jouer une situation avec Émilie. Et on va prendre un exemple d'une situation. L'idée, c'est de s'imaginer... Alors, la situation que je vous propose de parcourir, c'est... j'invite une amie, ma meilleure amie à la maison, qui vient avec son jeune fils. Voilà, nos enfants peuvent jouer ensemble. Et puis, on est sur le canapé, on boit un thé, on partage des petits gâteaux, tout va bien. Et puis, tout d'un coup, il y a nos enfants qui déboulent. Et puis, le joli vase de grand-mère, le petit garçon de ma copine, schling, schaf. Et là, ce que je vous propose, c'est que Émilie va jouer l'intérieur.
ce qui se passe dedans, le mouvement intérieur. Et puis moi, je vais essayer de vous montrer ce qui se passe à l'extérieur. Quoi? Non mais ça va pas, non? Mais t'es complètement cinglé! Mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais pourquoi t'es parti à côté, là? Ça va pas, là? Mais putain! Oh là 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 là! Mais comment je vais faire, moi, avec tout ça, maintenant? Il faut que je ramasse, puis... Oh, puis de toute façon, c'est toujours pareil! Et puis voilà! C'est pas grave. C'est pas grave, je vais ramasser, laisse. À votre avis, c'est quoi le problème? Enfin, est-ce que vous voyez qu'il y a quand même un petit souci dans cet exemple? Ou pas? C'est trop des deux côtés, en fait. C'est trop des deux côtés. C'est ça. La colère, elle est peut-être trop forte. Et puis, par contre, le fait de rien dire, ça va pas non plus. C'est ça. Il y a une trop grande différence entre ce qui s'exprime dedans, ce qui est... Wow. Sorti, hein. Ah ben là, pouah, l'explosion de la colère. Et en fait, ce que j'exprime. L'air pincé, c'est pas grave. Je mets tout sous couvercle, et là... Et je souffle même pas en plus. J'aurais pu faire... Ça aurait peut-être été mieux pour libérer la cocotte minute de ce qui se passe dedans. En tout cas, c'est ce qu'on apprend en gestion des émotions pour éviter en fait de faire sortir cette forme de violence en fait, dans le langage en fait, dans le langage corporel, parce que ça peut effrayer l'autre effectivement. Oui, parce que là, dans la situation que tu proposes, je suis avec une amie. Bah oui. Donc si je sors réellement ça, c'est ça. Comment ça se passe? Enfin, du coup, comment on fait pour pas sortir ça? Bah oui. Et en même temps sortir l'émotion, parce qu'on sait que faut que ça sorte. C'est ça. Puisque là, c'était quand même intense. Oui, ça lui a déchiré intense. le cœur. Oui. Ça l'a blessé profondément. Oui. Mais voilà, j'ai quand même un respect pour cette amie. Comment je fais pour ne pas crier, ne pas tomber? Bah, en fait, c'est justement toute cette stratégie qui a été mise en place depuis un long moment, de stratégie en fait de retenir toutes ces émotions, de les garder sous couvercle, parce que socialement, c'est pas possible de les faire sortir comme ça à l'ami, sinon on se dit mais notre amitié va se terminer aujourd'hui à cause de cet événement. Voilà. Ou alors, le petit va se mettre à hurler de frayeur parce qu'il va avoir peur de mes gestes, de mes mots et de ma voix, que je vais crier trop fort et en fait ça va l'apeurer et en fait je vais le traumatiser. Donc c'est pas l'idée, c'est pas du tout l'idée. Mais effectivement, dans cette colère en fait qui jaillit, il y a une énorme incohérence quand même entre ce qui se passe dedans et ce qui s'exprime. Et c'est cette incohérence-là qui crée en fait une tension intérieure extrême et qui, en fait, on ne le réalise pas forcément, mais quand en fait il y a une telle contradiction dans ce que je dis, c'est-à-dire c'est pas grave, et ce que je vis, et que j'ai pas les mots pour le dire, et ben en fait la tension, elle va rester à l'intérieur. Et c'est une forme en fait d'incohérence interne qui va se traduire par une tension physique, parce que la colère, elle jaillit, elle tend mes muscles, elle tend mes poings, elle me donne envie de frapper, elle me donne envie de crier. Donc, cette stimulation corporelle, en fait, elle est là quand même. Elle est là quand même, même si je la mets sous couvercle. Et elle va se transformer en quelque chose d'autre si elle ne sort pas. Et c'est là, en fait, ce qui est compliqué, c'est de se dire qu'en fait, comment je fais quand j'ai pas les mots, quand on m'a pas... dit comment je pouvais faire pour dire ma colère sans blesser l'autre, sans le battre, sans être violent en fait. Et c'est ce qui fait que cette différence en fait entre l'intérieur et l'extérieur peuvent créer en fait des fausses croyances à propos de l'émotion de la colère. Et notamment des fausses croyances qui disent par exemple que la colère c'est de la violence. Et on peut en fait beaucoup l'associer alors qu'en fait la colère c'est pas la violence. La violence... pourtant, là, j'étais plutôt... Oui, très... c'était costaud. La colère, en fait, elle a un rôle bien particulier. Elle a le rôle de nous aider à nous affirmer, de restituer, en fait, les limites entre moi et l'autre. Quand la colère, elle jaillit à l'intérieur de nous, c'est que... Alors, je vais vous le dessiner. Moi, j'aime bien dessiner. Si, par exemple, ça symbolise...
moi, donc une sphère toute ronde. Et que, en fait, le petit garçon, quand il a cassé ce vase, ça a fait, en fait, ça m'a créé comme une offense, en fait, d'accord? Et cette offense, en fait, elle a créé un trou, on peut dire, une bosse, mais vers l'intérieur, une cabossure. Je ne sais pas si ça existe vraiment ce mot, mais moi j'aime bien dire ça, une cabossure. Bon, ça me va. Voilà. Je peux regarder dans le petit Robert, peut-être. Ah oui, une cabossure. Je crois que c'est de l'argot. Je regarde. Je crois que c'est un mot que j'ai inventé. Et en fait, cette colère, c'est cette énergie qui part de l'intérieur et qui est censée, paf, remettre en fait les choses à leur place et remettre la limite de mon identité là où elle était auparavant, c'est-à-dire je me répare. Donc en fait, l'énergie de la colère, c'est une énergie de réparation à la base. C'est surprenant, hein? On n'aurait jamais imaginé que la colère, c'était de la réparation. Sauf que ça, c'est la colère quand on sait l'exprimer sainement. C'est-à-dire pas du tout comme on vient de le jouer. Là, quand on vient de le jouer, ça a fait plutôt ça. Juste pouf. Deuxième trou, enfin deuxième bosse. C'est qu'en fait, j'ai tout ravalé. Je dis rien et je dis c'est pas grave. Donc en fait, je me fais une deuxième offense à moi-même. Et du coup, je piétine 2 fois mon identité. 2 fois dans la situation, les choses me reviennent dessus. Quand je crie sur l'autre, donc ce qu'on appelle la violence verbale ou l'agressivité, c'est quand je fais sortir cette énergie en attaquant l'autre, en envoyant une insulte ou voilà, tous les mots qui sont sortis. Si je les avais vraiment exprimés, effectivement, en fait, j'aurais aussi cabossé l'autre. Et à la fin, en fait, à force de s'envoyer des flèches, on finit tous les deux à ressembler à ça. Le problème, c'est quand on ressemble à ça, en fait, on a plein d'endroits en nous qui ont des baisses de confiance, des baisses d'estime, et qu'on ne se sent pas vraiment bien. On n'a pas confiance en soi quand on est comme ça, dans cette posture, quand on est tout abîmé, tout... Voilà, et on craint en fait le monde extérieur, on ne se sent pas capable de se positionner, de s'affirmer. Et c'est tout l'enjeu en fait d'apprendre à reconnecter avec cette colère saine et donc du coup à mettre des mots sur cette énergie qui veut s'exprimer, mais les bons mots pour que en fait ce rôle de la colère puisse quand même s'opérer, c'est-à-dire une réparation et une restitution des limites dans la situation. Donc si je résume un peu ce que tu viens de dire, en gros, la colère aide à poser les limites, mais la colère exprimée de manière à pas cabosser l'autre également. Ok. Du coup, j'ai un petit peu peur d'avoir cabossé les gens. Est-ce que c'est possible là que j'ai cabossé les gens de ce soir? Vous sentez cabossé? Non. Ça va? Okay, je crois que le nez a beaucoup aidé à ce qu'ils ne se sentent pas. C'est un outil pratique. Oui, alors si vous êtes en colère, achetez-vous un nez. Comme ça, vous pourrez hurler toutes les... Alors oui. C'est un outil, hein? Oui, complètement. Alors moi, je n'utilise pas celui-là, mais là, il vient de me venir et c'est top. J'y songerai la prochaine fois. Mais ça peut être aussi, voilà, prendre en fait, ça peut être aussi prendre un objet. Alors est-ce que les lancers de hache qui font un lion, ça fonctionne? Ah bah c'est un moyen. D'accord. Parce qu'il y a aussi un truc où on peut casser de la vaisselle, je crois. Ouais, c'est une façon en fait d'extérioriser parce que du coup, là, la tension interne. Là, on a ravalé notre colère face à notre ami parce qu'on ne sait pas faire autrement. Oui. Mais du coup, elle est partie. Je fais quoi? Une fois que mon ami est parti, qu'est-ce que je peux faire? Il y a quelqu'un qui veut interagir? Oui, il faut achever le vase. Pas mal. Il faut achever le vase. Pas mal. Le pauvre, il souffre. Pas mal. Il faut aller réparer le trou qu'on a fait chez Oui, du coup. Parce que vous croyez qu'il y a un trou si on a dit c'est pas grave? Ah oui, mais ce qui s'est passé à l'intérieur est resté dedans. Hein. En fait, c'est ça, c'est que là, je suis avec un trou. Oui. Je suis même avec 2 trous, du coup. Bah oui, du coup, tu as 2 trous. Donc, comment je fais pour les réparer maintenant que mon ami est parti? Oui. Ouais, par exemple.
Ouais. En fait, c'est des solutions. En fait, il faut libérer cette tension parce que la tension en fait, de la colère, c'est une énergie feu qui vous brûle de l'intérieur si vous ne la dégagez pas, si vous ne la libérez pas. Donc il y a plusieurs techniques, effectivement. Et voilà, on apprend par exemple aux enfants d'aller taper dans un coussin, le coussin de la colère, on peut crier. Comme ça, Waouh, on crie dans un coussin. Ça, c'est Ou bien, on ça peut me faire plaît, des ça. coups de poing, ou on peut jouer au karaté. Wacha. Et en fait, tous ces mouvements corporels ont pour lieu d'aider en fait cette colère à sortir et à s'affirmer aussi. Le karaté, par exemple, c'est excellent parce que en fait, on vient se positionner et s'ancrer dans le sol en sophro, on vient vraiment s'enraciner. Ouais. Okay. Et du coup, quelque part, en fait, on vient enraciner la colère saine en nous. Et en fait, elle s'incarne à l'intérieur du corps. Et en fait, au bout d'un moment, il n'y a peut-être même plus besoin de l'exprimer. Il y a une forme de charisme qui fait que, voilà, on a tellement confiance en nous parce qu'on est capable de se poser. Et ça, on ne peut pas le faire quand on est dans cet état. On peut le faire quand on est tout rond. Voilà, cette capacité, en fait, mais c'est aussi dans la posture corporelle, en fait. C'est, voilà, la posture d'affirmation de soi, par exemple, c'est celle-là, ou c'est celle, le ceinturon, voilà. Celle-là. Ça, par exemple, c'est une posture d'affirmation de soi qu'on peut tenir pour faire venir le sentiment d'affirmation de soi. Ça marche dans les deux sens. C'est assez marrant à faire. Mais voilà, c'est un exercice aussi qu'on peut faire. Chouette. Voilà. Tout ce que je peux des vous dire questions sur la colère. Parce que... Enfin, je pourrais vous en raconter encore plein de choses. Est-ce qu'on peut la guérir par la raison? Je prends l'exemple du vase, et tu dis, ce petit garçon qui, en fait, n'a pas fait exprès, il a fait tomber le vase. Bah oui. Après tout, ça n'est qu'un vase. Oui. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'on peut faire un travail sur soi en se disant, bon, effectivement, je suis très embêtée parce que c'était le vase de ma grand-mère, mais quand j'y repense, ce vase, je l'aurais pu valser pour n'importe quelle autre raison. Je peux en vouloir au petit garçon, je peux pas en vouloir à mon ami. Est-ce qu'on peut guérir comme ça? Bah oui. Juste avec un raisonnement en se disant, finalement, ça n'est qu'un vase, c'est pas si grave. Oui. Mais ce raisonnement, en fait, il vient toujours a posteriori de la situation, en fait. Oui, mais si tu vas au karaté, c'est bien pareil. Tout à fait. Le karaté, tu vas le faire après. Oui. Exactement. Tu vas repenser à l'événement. Tout à fait. Voilà. Mais en fait, le problème avec le raisonnement, alors effectivement, on peut raisonner, on peut se raisonner, mais dans le corps, ça reste quand même, parce que cette énergie, en fait, elle a quand même été produite par notre système limbique et ça a produit des molécules. Des vraies molécules, en fait. Des vraies molécules de la colère, en fait, qui vont être métabolisées. Et notre mental, il ne peut pas métaboliser. Et c'est ça, en fait, qui est important à comprendre, c'est qu'il faut la faire aussi sortir dans le corps. Et d'où, en fait, la nécessité de mettre en pratique un outil psychocorporel qui peut être soit la sophrologie, donc avec la respiration, des mouvements, ça peut être aussi l'EFT, qui sont du coup ces stimulations. Et en fait, on va venir stimuler des points pour libérer ces émotions. Parce que quand on stimule les points, en fait, on vient stimuler dans notre système nerveux des points, des méridiens énergétiques qui viennent en fait remettre en circulation l'énergie en fait à l'intérieur de nous. Et du coup, ça vient réguler toutes ces informations et nous les faire digérer. Et mettre les molécules en déchets, du coup, un peu voilà. dans le corps. Et du coup, redonner une information qui redonne du fluide et ça s'évacue, quoi. Ça les libère. Okay. Oui. Juste pour bien comprendre, Céline, l'EFT, tu travailles avec l'EFT à partir du moment où justement on a emmagasiné des colères sans aller Oui, c'était une question que j'avais aussi. Et des choses qui sont restées dans le corps et qui peuvent dater d'il y a très longtemps. Et ces techniques-là vont aller libérer des cellules. Si on arrive comme ça, en fait. Voilà, c'est ça. Hein. Oui. C'est parce que juste l'EFT ne peut pas servir à ok, le vase il est cassé, machin, mais je ne vais pas. Ça, si je le fais juste au lieu d'aller dans un coussin ou taper. Ah, bah si. Tu peux le faire aussi. Bien sûr que je peux le faire. Bien sûr. Si. Je peux le faire et je peux aller, en fait, de la même façon que je peux m'isoler pour faire un exercice de sophrologie, je peux aussi me faire une ronde d'EFT. Donc, en fait, c'est une ronde de tapping. On vient stimuler plusieurs points qu'on peut apprendre si on apprend l'EFT. Et du coup, on vient, en fait, libérer tout le circuit émotionnel. On vient libérer toutes les émotions. Il y a 15 points à stimuler et, en fait, on vient travailler à faire recirculer l'émotion. Et effectivement, c'est une forme de nettoyage, en fait. C'est une forme d'hygiène émotionnelle. C'est comme de la même façon qu'on prend une douche, ça nous paraît tellement évident de devoir prendre une douche quand on sent mauvais. En fait, quand on vit des émotions désagréables, en fait, on devrait aussi
apprendre qu'il peut y avoir des hygiènes émotionnelles qui peuvent être mises en place et l'EFT en fait partie. Voilà, l'EFT ou la sophrologie ou le yoga. Après, il y a aussi aller courir. En fait, il y a des personnes qui ont des activités sportives. À partir du moment où je mets mon corps en action, je libère en fait ces toxines. Mais si j'y associe pas la conscience, c'est-à-dire faire les choses en conscience, c'est-à-dire je vais courir, mais je ne suis pas en train de penser à autre chose que ici et maintenant, ou alors je dis, bon là j'évacue ma colère et en fait je suis conscient que c'est ça que j'évacue. En fait, le travail ne se fera pas forcément. C'est l'association entre la conscience et le mouvement qui fait que ça libère vraiment. Alors, vous avez pris l'exemple de la colère qui est quand même une émotion un peu particulière. Oui. Et notamment du fait parce qu'on a tendance à ne pas la libérer suffisamment souvent. Oui. Par petites doses. Oui, et d'ailleurs... On l'emmagasine, et en général ça sort brutalement. Oui. Mais et de manière complètement disproportionnée par rapport à ce qui se produit. Donc, et en plus, c'est une notion qu'on a appris à dire c'est pas bien. Oui, c'est ça. On sort de son contrôle. Oui. Alors que pleurer, rire, à la limite, c'est beaucoup plus acceptable. Oui. La colère est une émotion particulière quand même. On peut Oui. peut-être aussi travailler sur soi, parce que quand on, même face à un événement comme ça, quelqu'un qui est bien rond, bien stable sur lui-même, et qu'il n'a pas de souffrance, et qu'il n'a pas de colère emmagasinée, il va pouvoir gérer le truc tout de suite. Ah bah c'est pas si grave que ça, t'inquiète pas, mais par contre, quand même, il va pouvoir. Donc c'est une émotion qui se contrôle peut-être un peu plus, je trouve, Oui. Qui se maîtrise dans le temps un peu plus que d'autres émotions. Et tu peux peut-être parler de l'effet... Oui, enfin, alors... du statut un peu de cette émotion-là, qui est une émotion secondaire en fait, et qui cache souvent d'autres émotions. C'est vrai, en fait, l'émotion, en fait, elle est souvent mal comprise, en fait. L'émotion en elle-même de la colère, elle est très saine. C'est vraiment l'énergie, apprenez ça, ce soir, si vous devez partir avec une clé, c'est que la colère, en fait, c'est vraiment l'émotion de l'affirmation de soi. C'est celle qui dit non, ou là, stop. On peut le dire sans agresser, on peut le dire sans violence. Il faut juste avoir appris et avoir été autorisé à le faire, à dire en fait ce stop, à dire ce non. Si par exemple là, dans la situation où on casse le vase, eh ben, je peux, au lieu de dire c'est pas grave, je dis ah zut, je suis pas d'accord avec la façon dont vous jouez, j'aimerais que vous arriviez à jouer calmement, parce que voilà, moi les affaires dans ma maison, elles sont importantes et j'ai besoin que vous soyez respectueux des affaires dans ma maison. Je vais exprimer cette colère, mais elle ne va pas sortir ni en criant, ni en tapant sur l'autre. Mais par contre, elle va quand même utiliser ce qui est derrière, c'est-à-dire le rôle de cette colère qui nous dit « non, maintenant ça suffit, stop, il va falloir que ça change le comportement parce que je ne vais pas pouvoir… » je remets mes limites en les exprimant. Et c'est quand je n'ai pas les mots que la violence arrive. Et que peut-être dans une situation… par exemple au travail où je n'ai pas réussi à l'exprimer et que les mots ne sont pas sortis comme ça spontanément, je n'ai pas réussi à remettre mes limites face à mon chef ou face à un collègue qui est particulièrement insupportable ou peu importe. Mais en tout cas, cette colère, en fait, elle va sortir de son contexte, elle va ressortir à un autre moment sous une forme agressive. Alors, souvent, c'est dans le foyer. Voilà, on va crier sur les enfants, on va crier sur le mari. Et en fait, ça ne s'appelle pas de la colère, ça. Ça s'appelle une décharge de stress. Et c'est bien différent de ce que je nomme, moi, la colère. Vous voyez ? Et c'est là où, en fait, on a besoin de développer notre discernement. C'est que, à partir du moment où la situation se passe, est-ce que là, j'ai intérêt à verbaliser mes limites ? Et si c'est ça, je le fais tout de suite. Mais une fois que c'est passé, si ça continue à sortir sous forme de colère, c'est peut-être parce que ce n'est pas la colère de la situation. C'est peut-être des colères refoulées depuis très très longtemps, et puis peut-être même d'autres émotions, ça peut être aussi de la tristesse ou de la peur, qui s'accumulent, et en fait sortent sous forme d'agressivité. Ça s'appelle une décharge de stress. Et c'est bien différent en fait. La décharge de stress, elle est utile pour le corps, pour l'esprit,
mais elle n'est pas efficiente, elle n'est pas proactive, elle ne va pas nous aider à mettre nos limites. Pas du tout, au contraire. Souvent, même quand on le fait, après, derrière, on se culpabilise. Et elle ne résout pas le problème de la colère. Et comment on apprend justement à arriver à cet équilibre de je veux que ça sorte, mais de manière posée, pour justement après pas se sentir Coupable. dans la culpabilité ou dans finalement ça me fait mal au cœur. Enfin, comment on peut travailler là-dessus justement, apprendre à gérer ces émotions? Moi, par exemple, la manière de le faire, ça a été de faire de la sophrologie régulièrement et d'apprendre en fait à libérer très fréquemment ce stress interne, ces tensions qui étaient physiques et qui somatisaient sous plein de façons. Et en fait, c'est d'avoir cette écoute du corps et de se dire, bon, là j'ai des tensions, je suis comme ça, je suis comme ça. Quand je vous ai fait l'expérimentation de la détente flash, c'est aussi qu'on a des tensions inconscientes dans notre corps. Toutes ces tensions contribuent à un état de stress et réduisent notre capacité à nous adapter dans certaines situations et du coup à verbaliser de manière correcte et adapter les choses. Quand on arrive du travail et qu'on n'a pas pris le temps de se décharger du stress et qu'il y a l'enfant qui sollicite, voilà, oui. Et en fait, j'apprends à mettre un sas de décompression entre Alors voilà, le tiers-lieu. Le tiers-lieu, c'est l'endroit entre le boulot et la maison où je peux venir me décompresser, partager avec d'autres personnes. Voilà, c'est un lieu en fait intermédiaire où je vis des choses importantes pour moi, donc je nourris des besoins importants pour moi. Et du coup, j'écoute quelque part un peu cette colère qui me dit « mais là, en fait, tu as besoin de changement dans ta vie ». Parce que la colère, elle nous parle aussi beaucoup d'un besoin de changement. Un besoin de réparation, un besoin de changement, un besoin de justice. Elle nous parle de plein de besoins. Donc, c'est à vous d'écouter, en fait, au fond, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre colère à vous ? Peut-être qu'il y a plein de choses, en fait, que vous nourrissez plus dans vos vies. Et peut-être que les colères, en fait, qui ressortent dans votre quotidien de manière banale et des fois disproportionnée, parlent d'un besoin que vous reniez depuis très, très, très longtemps, mais qui est là, qui dit « Eh oh, je suis là. Eh oh. Eh oh. Ah, mais tu m'écoutes !» Voilà, quoi. Et du coup, c'est au bout d'un moment, c'est explosif et ce qu'on appelle une décharge de stress. Donc voilà, c'est vraiment ce mouvement intérieur qui de toute façon ne s'éteindra pas si vous ne l'écoutez pas. Et pour en rester sur la colère, du coup, comment ça cristallise en nous ? C'est-à-dire que je suis en colère, mais parce qu'il y a des personnes qui ne montrent absolument rien, particulièrement du coup sur cette colère qui ne s'exprime pas et qui ne montre aucune émotion, du coup tout est gardé. Quel est on va dire le point très négatif là-dessus de tout garder comme ça de tout garder, en fait, on vient en fait alimenter un circuit du mauvais stress parce que du coup l'émotion, si elle n'est pas écoutée, du coup la réaction qui va être exprimée, parce que l'émotion, elle est là pour nous aider à développer une réaction. Une réaction, si elle n'est pas adaptée, vous allez reboucler en fait, et revenir sur les sensations de départ. Et en fait, elles vont grossir. Donc peut-être ça va faire une plus grosse émotion pour essayer de vous mettre dans une réaction au bout d'un moment adaptée. Mais en fait, cette boucle, au bout d'un moment, c'est je suis incapable de nourrir en gros le besoin de comprendre ce dont j'ai besoin, donc je ne vais jamais faire la bonne réaction. Je ne vais jamais développer la bonne stratégie. Donc en fait, quand je tourne ça depuis très longtemps, c'est le stress chronique, en fait, ça va se transformer en fait ça va être du cortisol en fait, excédentaire qui va être dans votre corps. Et le cortisol, en fait, c'est la molécule par excellence du stress chronique notamment, quand justement les émotions se sont accumulées et que la boîte aux lettres des émotions déborde et qu'au bout d'un moment, en fait, c'est le corps qui trinque. Donc en fait, c'est le pH du corps qui s'acidifie. Et que en fait, cette acidité, en fait, elle va avoir des impacts sur, alors notamment la colère, sur le foie. Voilà, la colère, en fait, elle se stocke dans le foie quand elle est excédentaire et elle va surcharger notre foie. Donc, on va avoir des problèmes de surcharge de foie, on peut avoir aussi des problèmes d'hépatite. Ouais, d'hépatite. Ouais. Okay. Et de vésicules aussi, des fois, même vésicules biliaires qui sont beaucoup reliées. Quand on a des colères, ça peut monter aussi à la tête. Donc, on a des maux de tête, on peut avoir des migraines, on peut avoir des maux de gorge. En fait, c'est la somatique en fait, de tout ce que je n'ai pas réussi, tous les mots qui sont bloqués dans ma tête, qui sont bloqués dans ma gorge, qui sont bloqués
Dans mes points, tout ça en fait va somatiser et va quand même s'exprimer à travers une maladie. Le mal qui se dit d'une autre manière. Et heureusement en fait que la maladie est là, parce que quand notre tête ne comprend pas et ne sait pas faire, heureusement que la maladie nous aide à maintenir l'équilibre. Parce que en fait, cette tension interne, au bout d'un moment, il faut qu'elle s'exprime. Et la maladie permet d'extérioriser cette excédente tension. Donc on tombe malade, on va se reposer, et puis du coup, on va peut-être avoir une angine, parce qu'il y a plein de mots qui sont coincés là, et puis ça va se porter sur la gorge. Et c'est pas forcément un hasard, si je fais des angines à répétition, par exemple. Des trucs comme ça. Donc en fait, voilà, il y a tout un sens symbolique derrière les maladies qui peuvent nous aider en fait à nous mettre sur la voie de l'écoute de soi. Donc voilà, c'est hyper intéressant, mais bon, je pourrais en parler pendant... on va peut-être on se redétend un petit coup. On se redétend. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, c'est parti. Et puis après, on lira une petite histoire, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ok. Bon, comment ça fait chez vous, là, du coup, d'apprendre tout ça? Est-ce que ça vous tend? Non, ça va? Ou au contraire, ça chemine, ça bouge, ça vous fait prendre conscience de certaines choses? En tout cas, moi, je vais vous proposer de vous partager une clé. Donc, c'est une clé d'EFT, justement. Et je vais vous montrer juste ce qu'on appelle des points d'urgence qu'on peut venir stimuler en cas de débordement émotionnel. Donc, il y en a un, par exemple, qui est situé sous les clavicules. Enfin, deux plutôt, parce que voilà, je le stimule des deux côtés. Sous les clavicules. Vous pouvez l'expérimenter si vous voulez. Voilà, essayez de trouver vos clavicules. Et le trou qui est juste dessous, vous stimulez dedans avec plusieurs doigts. Et vous respirez profondément. Et cet exercice, en fait, ça calme le débordement émotionnel. Ça permet de contenir l'émotion. Ça contient une fois qu'elle est sortie. Ça permet en fait de passer la vague émotionnelle. Quand en fait on sent qu'il y a un pic, par exemple il y a les larmes qui montent et tout, on est bloqué, hop, on stimule et ça redétend. En fait, c'est comme si vous envoyiez un message à votre système nerveux qui dit « tu es en sécurité, malgré ce que tu vis ». On stimule en fait le système parasympathique, qui est le système du nerveux qui détend, qui relâche. Et ce point-là libère notamment les grosses angoisses, les peurs. Voilà. Et est-ce qu'il y a un petit mouvement plus discret? Oui. Si je me mets à faire ça au bureau, Oui. Alors pour les enfants, on peut le faire en mode papillon. Je ne voudrais pas taper sur mon micro, mais c'est en mode papillon. Voilà, si ça peut être sympathique ou si on peut se faire un joli petit papillon là. Et on vient stimuler comme ça. En plus, on sent ses mains posées sur la poitrine et ça réconforte. Voilà, juste ce point-là. Un point discret, oui, je peux vous en montrer un. Alors, il y en a. Alors, s'il y a des femmes enceintes, ne le faites pas. Parce que c'est un point qui déclenche l'accouchement. Bon, non. Les sages-femmes l'utilisent, d'ailleurs, beaucoup. Enfin, il y en a qui ne le connaissent pas, mais il y en a qui le connaissent. Et en fait, c'est un point qui est du coup discret et qui est en fait situé. Alors, si vous fermez votre main, ça crée une bosse. Donc, du coup, vous mettez votre pouce sur cette bosse, vous écartez la main. Et c'est là, en fait, que vous allez, comme une pince, en fait, masser ce point. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça peut être très discret parce que vous pouvez le faire sous le bureau, pendant une réunion. Oui, c'est plus discret. Oui. Oui. Après, si c'est une... Ouais. Ça peut donner de l'information. Oui. Oui. Ça commence comme ça, puis ça finit... Parce que non, mais ceci dit, c'est important de partager. Oui, tout à fait. Oui, mais après, faut-il encore savoir si l'autre, il est informé de qu'est-ce que ça veut dire quand je fais ça, quoi. Parce que sinon, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, là? Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, quand il y a un collectif qui sait, en fait, ce que ça veut dire,
en fait, il peut s'adapter. En fait. Le langage non-verbal, sans les mots, permet à l'autre de dire « Oh, j'y suis peut-être allé un peu fort, je vais peut-être changer de stratégie. » Voilà, ça peut être aussi... Donc voilà, vous avez ce point-là et ce point-là. Et ça marche sur les enfants, sur les bébés, ça marche pour tout le monde. Vous en avez un autre aussi qui est juste là, qui marche avec les chats, tous les animaux, qui marche avec les bébés. Et en fait, celui-ci, c'est un point d'acupuncture aussi qui permet de libérer la charge mentale, de libérer le stress. Vous le massez en tournant. Voilà, il est situé juste au-dessus de la barre des sourcils, au milieu. Voilà, un peu plus haut. Regarde, juste là. Ouais. Tu sais, là où on met en fait le petit bijou des Indiens, là où le troisième œil. Voilà, c'est cette... Voilà. Voilà, 3 petits points que vous connaissez maintenant. Et je propose que pour terminer sur la colère, on aille un petit peu du côté des enfants aussi pour leur donner une idée. Alors, c'est un conte qui peut donner aussi une petite technique et voir en fait qu'est-ce qu'on fait de la colère quand on arrive le matin à l'école, que ça ne s'est pas très bien passé à la maison et qu'on a de la colère. Avant de commencer ce conte, Oui. Si tu défais ça, t'es encore en colère, tu te mets comme ça, t'auras un plus petit rond, tu le refais et ça peut devenir un tout petit point. Et c'est à force que tu sois cabossé ? Oui. Et là, il faut se faire aider quand on est tout cabossé. Ouais. Mais tu as raison. Alors, donc là, les enfants, si vous n'êtes pas encore endormis, vous pouvez écouter le conte avec attention. C'est le conte du petit poisson qui avait une si grosse colère en lui qu'il aurait pu avaler toute la mer. Quand même costaud. Donc c'est un petit poisson qui s'appelait 120. Ce petit poisson, il vivait dans une mer lointaine avec plein d'autres poissons. Il faut dire encore que ce petit poisson, il habitait chez ses parents. Et que son papa poisson et sa maman poisson étaient très, très sévères avec lui. Donc il l'empêchait de faire un tas de choses, il lui reprochait énormément de choses, il lui reprochait de nager, il lui reprochait de jouer, il lui reprochait de faire du bruit avec sa bouche. Bref, ce petit poisson, il avait toujours le sentiment qu'il faisait jamais ce qu'il fallait. Et il demandait souvent si ses parents, c'était ses vrais parents, parce que du coup, il paraissait tellement sévère qu'il n'avait pas l'impression que c'était les siens. Et puis des fois, il se sentait en trop aussi. Mais d'abord, il avait très peur de son papa, de sa maman aussi. Et cette peur, il la cachait tout au fond de lui. Parce que jamais il l'aurait avoué à quelqu'un, et puis de toute façon, l'avouer à qui en fait, hein. Donc, les autres poissons, eux, ils peuvent pas lui en parler, puisqu'eux, ils n'ont pas l'air d'avoir peur, donc ils ne pourraient pas comprendre. Donc chaque matin, le petit poisson qui s'appelait 120, quand il arrivait à l'école des poissons, vous savez ce qu'il faisait ? Et d'un seul coup, il nageait vers les autres poissons qui étaient dans la cour de l'école et il les mordait. Oui, il les mordait avec sa bouche de poisson, comme ça. Il tapait dessus avec ses nageoires, avec sa queue. Il leur lançait de l'eau dans les yeux pour qu'ils pleurent. Oui, ça pleure, un poisson. On ne le voit pas parce que ça se mélange avec l'eau, mais oui, un poisson, ça pleure. Bien sûr, tout le monde, tous les autres poissons étaient à chaque fois étonnés de voir le petit poisson 120 mordre et taper comme ça. Mais du coup, tout le monde avait peur de lui. C'était comme ça, puisque lui avait peur de son papa et de sa maman, alors il faisait peur aux autres. Mais tout au fond, il était très triste, en vrai. Et si vous saviez comme c'est triste, la tristesse d'un petit poisson, c'est tellement triste que des fois, l'eau devient toute noire. Des fois, un jour plutôt, la maîtresse de l'école des poissons s'approche de 120 et lui dit « Je t'ai vu souvent taper les autres petits poissons. D'ailleurs, la plupart du temps, je t'en ai empêché. Moi, je ne veux pas que les autres petits poissons aient peur de toi. J'ai bien remarqué qu'il y a souvent beaucoup de colère en toi. Certains jours, une grande colère toute rouge même. Hier au soir, avant d'aller me coucher, j'ai pensé à toi et j'ai beaucoup réfléchi et puis j'ai eu une idée. Je t'ai apporté une boîte où tu pourras mettre ta colère.
C'est une boîte où les petits-enfants poissons peuvent déposer leur colère. Le matin, quand tu arrives, tu peux mettre ta colère dans la boîte et le soir, si tu veux, soit tu rentres avec elle, soit tu la laisses à l'école et puis elle sera reposée demain matin. Comme ça, le petit poisson repart avec cette idée. Tout étonné, quand même, il dévisagea un petit peu la maîtresse des poissons. Il ne savait pas s'il y avait dans les boîtes à colère, les boîtes à peur, les boîtes à tristesse, où on pouvait mettre tout ça dedans. Ce matin-là, il ne dit rien, mais le lendemain, il arriva avec un tout petit coquillage qu'il avait trouvé sur le chemin de l'école tout au fond de la mer. Il dit à la maîtresse de l'école des poissons, « Maîtresse, je voudrais mettre ma tristesse de ce matin dans la boîte à colère. » La maîtresse prit le petit coquillage, le regarda longuement et vit que c'était bien une grande tristesse qu'il y avait dedans. Elle comprit que les colères sont des tristesses qui ne peuvent se dire autrement. Elle mit le petit coquillage dans la boîte et comme lui avait demandé le petit poisson, et je crois même qu'elle l'embrassa. Mais je n'en suis pas sûre parce que, sincèrement, je ne sais pas comment s'embrassent les poissons. La suite de l'histoire, eh bien, je ne sais pas encore. La maîtresse de l'école des poissons m'a dit qu'un jour, elle me raconterait. J'ai appris depuis que d'autres maîtresses d'école, chez les poissons, avaient pris l'habitude de proposer des boîtes pour déposer à l'intérieur les sentiments pénibles, de façon à ce que les enfants poissons ne restent pas encombrés, habités ou pollués toute la journée par des pensées négatives, en tout cas désagréables. Je crois savoir que ça pourrait marcher aussi avec les petits hommes. Ainsi se termine pour l'instant le conte du petit poisson, qui avait une si grande colère en lui qu'il aurait pu avaler toute la mer. Merci, Émilie. On a beaucoup parlé de la colère, du coup, et on voit que la colère cache souvent d'autres choses, comme on l'a évoqué. Quelle aurait pu être votre réaction à vous face à ce vase qui tombe par terre ? Voilà, on l'a dit, hein, peut-être qu'on peut ne pas être en colère, ça peut être autre chose. Qu'est-ce qui peut venir aussi comme émotion ? J'ai eu la même. Ah ouais, elle a eu la même. J'ai eu la même. Ouais. C'est ça. Le soulagement, okay. La joie. De toute façon, il était moche le vase. Voilà. C'est ça. C'était un attrape-poussière. Voilà, on peut avoir tout un. Ok, la joie. Est-ce que vous savez ce que vient nous dire la joie comme message ? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'elle peut transmettre ? Le rôle de la joie. Non ? Ça vous dit rien ? À quoi ça sert la joie ? C'est une bonne question, ça. Hein ? À quoi ça sert la joie ? À quoi ça sert la joie ? Finalement. En général, quand elle s'active, c'est que on est satisfait. Voilà, il y a un besoin satisfait, il y a quelque chose, voilà, une forme de satisfaction. Donc, c'est qu'on est sur la bonne voie en général. On nourrit un besoin à l'intérieur de nous. Voilà. Est-ce que ça peut aller trop loin ? Je pense à la joie euphorique où là, on ne se contrôle plus. Oui, bah oui, c'est comme toutes les émotions. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Il y a plutôt des émotions agréables et désagréables. Et donc, chaque tonalité, chaque pôle émotionnel, en fait, il y a toujours un pendant négatif et un pendant positif. Dans la colère, on a vu qu'il y avait un pendant positif, l'affirmation de soi, un pendant négatif qui peut se transformer en agressivité, par exemple. Dans la joie, c'est un peu pareil. Ça veut nous dire que, oui, on est rempli de joie, on est rempli de... Nos besoins sont satisfaits, on est super content de ce qui se passe. Et en même temps, quand c'est excessif, ça peut nous faire des bêtises. Effectivement, comme toute émotion qui nous emporte. Une émotion qui nous emporte, c'est vraiment une énergie qui peut vraiment nous emmener sur un chemin qui n'est plus du tout celui qu'on avait choisi au départ. Voilà. Comme par exemple, de se dire « Allez, je vais boire un coup, je suis trop content, on va fêter ça !» Et puis on se met une cuite et puis après on fait des bêtises. Par exemple. Par exemple. Bon. Voilà. Une autre émotion qui vous viendrait avec le vase cassé ? La tristesse. Ouais. Oui. La peur. Ah, ouais. Pourquoi ? Parce que tu sursautes quand le vase. Ouais, intéressant. Ouais. Alors, on a eu la tristesse et la peur. Ouais. Tu veux développer un tout petit peu ? La tristesse, est-ce que vous avez une idée de ce que ça vient nous dire
la tristesse sur cette émotion? Est-ce que vous savez le message qui se cache derrière la tristesse? Ça te parle, toi? Non. Non. Bah voilà, c'est en fait la tristesse, elle vient juste nous signaler qu'on a perdu quelque chose. Ça vient signaler une perte. Donc la perte d'un objet, la perte de quelque chose qui nous est cher, d'une personne, d'un animal, voilà. Mais il y a une perte. Et en fait, cette énergie en fait, de la tristesse, elle vient en fait créer un processus intérieur qui nous aide à accepter la perte. Donc en fait, sans la tristesse, on ne pourrait pas accepter le changement. Le processus de deuil ne pourrait pas avoir lieu. Et du coup, c'est vraiment ce processus des larmes, donc d'être triste et d'être OK avec sa tristesse, qu'on peut en fait réussir à se détacher de l'objet ou de la personne, qu'on peut réussir à couper du coup ce lien ou en tout cas à le transformer, pour en fait rebondir vers d'autres attachements. Donc c'est un passage sain là aussi. C'est un passage tout à fait sain. Ok. Et la peur alors? La peur, vous connaissez la peur, à quoi elle sert, non? Qu'est-ce qu'elle nous signale, la peur? Ouais, un danger, tout à fait. Un danger, une menace. Et en fait, du coup, elle nous aide à faire quoi, du coup, cette peur? Comme il y a un danger, à votre avis, elle nous aide à faire quoi? Ouais, à nous protéger, à nous sécuriser. Et en fait, c'est plutôt bien quand on a peur. Effectivement, il y a un côté positif à la peur, parce qu'elle est là pour nous aider à nous protéger. Mais le problème, c'est que, alors quand on a peur, effectivement, on peut avoir peur du bruit, ça nous surprend. Alors ça, c'est peut-être plus de la surprise que de la peur, mais il y a un peu de peur dans la surprise, des fois. C'est quelque chose de très brutal, et puis pouf, ça retombe. Et c'est quand ça retombe pas, la peur, que là, ça peut devenir un petit peu pénible à vivre. Parce que du coup, quand on garde cette peur, par exemple, on se dit oh, « Qu'est-ce qu'elle va dire, ma mère ? Oh, j'ai cassé son vase qui lui a été donné depuis des générations. Mais qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi à la prochaine réunion de famille, quoi ?» Et puis quand elle va s'en rendre compte, oh, mais elle va me tuer. Et en fait, voilà cette peur-là, celle qui est la crainte de la remontrance, la crainte finalement qui se cache derrière, c'est le besoin de se sentir rassurée par rapport au lien que j'ai avec ma maman. Voilà, ça c'est le besoin qui parle derrière. Mais en fait, cette peur, elle peut devenir irrationnelle. Et il n'y a plus de véritable danger, en fait, là, dans cette situation. Le danger, en fait, je l'ai juste imaginé. Donc c'est un danger, en fait, c'est une peur irrationnelle parce que c'est un danger imaginaire. Et c'est moi qui me crée, en fait, la peur à partir de mes idées, à partir de mes pensées. Et c'est là où le processus de stress intérieur intervient et je vais commencer à ruminer jusqu'à la prochaine réunion de famille et que ma peur va se transformer en angoisse peut-être et bien pire peut-être, où je vais la somatiser, où elle va ressortir sous forme d'agressivité, de décharge de stress dans d'autres contextes. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que, là on a vu qu'il peut y avoir plusieurs types d'émotions, qu'est-ce qui fait que moi je vais réagir d'une telle manière, quelqu'un d'autre va réagir d'une autre manière, qui commande en fait quelle émotion arrive? Vous avez une idée, vous, de qu'est-ce qui commande la réaction émotionnelle? Le mental? Le dieu de l'émotion. Il y a un dieu de l'émotion? Waouh! J'aime beaucoup. Où est-ce qu'il vit ce dieu? Dans le ciel. Dans le ciel? Comment? Dans le cerveau? Alors, cerveau reptilien. Cerveau reptilien. Ah, qu'est-ce qui se cache dans le cerveau reptilien pour que ça influence nos émotions? C'est le vécu? Ah, on s'approche. Ouais. Le subconscient, ok. Ouais. Le primitif. Le réflexe animal, ouais. Ok. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. C'est la mémoire. C'est la mémoire. C'est nos mémoires, en fait, qui, effectivement, vient, en fait, faire que chaque individu va réagir différemment à une même situation. C'est uniquement en lien avec nos mémoires. Et comme, en fait, on a tous un vécu différent, c'est pour ça qu'on a tous des réactions différentes et que ça ne sert à rien de se comparer aux autres parce qu'en fait, si on réagit de telle manière, même si on ne le comprend pas socialement,
parce qu'on se compare aux autres et tout, ça ne sert à rien de s'incriminer. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose dans mon inconscient qui s'est allumé comme ça, touc, et qui m'indique que j'ai vécu peut-être quelque chose dans ce style, quelque part dans mon passé. Mais pour mieux comprendre ça, ce que je vous propose, c'est qu'on va le jouer. Allez. On va essayer de jouer le circuit de l'émotion. Comment ça fonctionne là-bas dedans? Ça va être un grand moment. Ça va être un très grand moment. Alors déjà, pour situer un peu la scène, alors, est-ce que tu as le petit... Attends, c'est là? Ah oui, c'est là. Oui. Pour situer la scène dans notre tête, alors, je ne sais pas si vous voyez tous cette fiche, où en fait on a à l'intérieur de notre tête un cerveau, et vous voyez en fait ce cerveau il est décomposé en 3 zones, où vous avez en fait le premier qui est symbolisé en rouge, là qui reçoit l'information, parce que vous voyez là dans la continuité de ce petit trait rouge, il y a notre colonne vertébrale, donc c'est vraiment le système nerveux central qui capte toutes les informations à travers nos sens, le sens de tous les sens, vous les connaissez les sens? Ouais, les yeux, les odeurs, le sensitif, l'olfactif, le goût, j'en passe. Oui. Donc ça, en fait, c'est le cerveau reptilien. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est symbolisé par un petit dinosaure, et en fait, il est extrêmement rapide. Pourquoi il est rapide? Parce qu'il est responsable de notre survie, et que c'est grâce à lui, en fait, qu'on est là, hein, en gros, que l'espèce humaine est encore là. Et que en fait, le règne animal a évolué aussi avec ce cerveau primitif. Donc celui-ci, c'est celui qui est responsable de nos sensations corporelles. C'est celui qui est responsable de l'activation du cœur, qui gère la pupille, qui gère la tension des muscles. C'est lui qui fait tout ça. Ensuite, l'information, elle va dans le cerveau limbique. Alors le cerveau limbique, c'est justement le grand centre des émotions. Donc il est symbolisé par un chat, parce qu'il est quand même rapide, mais quand même beaucoup moins que le vélociraptor qui est juste en dessous. Vous comprenez? Mais ces 2 cerveaux-là, en fait, fonctionnent toujours en mode automatique. C'est pas sous notre volonté. Ce qu'on appelle être sous notre volonté, en fait, sous notre espace conscient, c'est le néocortex qui le gère, et en fait, c'est symbolisé par une tortue, parce qu'en fait, c'est lent. Il est très lent. C'est lui qui raisonne, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est lui qui prend du recul, c'est lui qui réagit a posteriori des situations. Quand c'est trop tard, en fait, souvent, on se dit « Ah mince, j'aurais dû dire ça. » Oui. Bah oui, parce qu'en fait, il est déconnecté. Bah oui. Quand on est au repos, quand on se détend, quand on commence à bâiller le soir, schling, il y a la solution qui nous apparaît. « Ah punaise, mais j'aurais dû lui dire ça, mais oh, quelle idiote. » Et là, schla, schla. Je me flagelle. Tu fais des bosses. Je fais des bosses. Et en gros, lui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tortue, notre volonté, donc notre mental, celui qui réfléchit, qui rationalise, qui trouve les solutions, mais aussi celui qui s'occupe du langage, les mots, mettre des mots sur quelque chose, c'est un processus qui est assez lent. En tout cas, les mots tels que je les ai exprimés tout à l'heure, hein, ceux qui expriment le recul, etc. Et en fait, quand je suis sous l'emprise d'une émotion, et une émotion, ça vient, ça passe, en fait, je suis complètement déconnectée. Comme si, par exemple, ça représentait mon cerveau reptilien, mon cerveau limbique, le petit pouce, là. Je suis comme ça quand je suis au repos, quand je suis au calme. Ça, c'est symboliser les doigts par le néocortex. Et en fait, quand je suis sous l'emprise d'une émotion, le vase se casse, tchoum, je suis déconnectée. Et ça va prendre un petit temps pour que je me reconnecte et que je récupère toute ma capacité à prendre du recul, à comprendre ce qui s'est passé, à me poser les bonnes questions et à mettre des mots sur ce que je ressens. Et ce cerveau néocortex, en fait, quand on est à la naissance, en fait, il est complètement immature. Et il est mature à l'âge de 21 ans. Ah oui. Donc on a encore de la marge. Ouais, on a de la marge. Et qu'en fait, les enfants, quand on est tout petit, notre cerveau, notre néocortex, donc toutes les structures cérébrales qui sont censées nous aider à réguler nos émotions, n'est pas mature.
Donc en fait, on est complètement dépendant de nos parents pour réguler nos émotions. Parce que c'est un vrai tsunami émotionnel que l'enfant vit quand il vit une émotion. Alors que nous, les adultes, nous avons les structures cérébrales pour les autoréguler. Mais les enfants ne les ont pas encore. Il y a des stades. Voilà, il y a des stades de maturation. On dit qu'à 6-7 ans, il commence à y avoir un premier stade qui s'installe. D'ailleurs, on le ressent quand on a des enfants. Voilà. Ils arrivent mieux des fois à contrôler leurs propres émotions. En tout cas, voilà, à les réguler. Et puis après, il y a 14 ans, il y a une autre étape. Voilà. Où en fait il y a un besoin de non, je n'ai pas besoin de toi, je suis indépendant, je suis autonome, et en même temps j'ai tellement besoin de toi quand ça ne va pas, quoi. Donc voilà, cette période de l'adolescence, c'est aussi hyper important d'avoir cette présence parentale, cette présence éloignée, mais toujours sécurité pour pouvoir en fait assurer cette maturation cérébrale, qui ne se fait pas sans la présence de l'adulte. D'accord. Sans la présence bienveillante de l'adulte qui sait accueillir une émotion. Donc voilà. Quand on apprend en tant que parent à accueillir les émotions de nos enfants, on apprend à leur faire maturer aussi de manière optimum dans leur cerveau. Donc ça s'apprend tout ça, parce qu'il n'y a pas d'école des parents, hein, c'est compliqué. Il n'y a pas la notice sur les enfants. Non, il n'y a pas la notice. Donc on fait comme on peut, et puis après on peut rattraper les pots cassés, mais on peut toujours rattraper les pots cassés. Ça, c'est ce qui est bien. C'est qu'à n'importe quel âge, voilà, même j'ai une personne dans mes... Comment ? Ah non, pas le pot cassé. Non. Ah bah le pot, oui, non. Par contre, Par contre, le cerveau, lui, il est malléable. Voilà. La plasticité cérébrale, maintenant, c'est quelque chose qui est assez voilà, reconnu. Donc, c'est une deuxième chose à retenir ce soir, c'est que tout n'est pas perdu. Oui. Donc voilà, la situation se passe, du coup, vous l'avez compris, dans le cerveau limbique. Donc on va essayer de vous jouer cette petite scène. On se met en place. Alors, je vais laisser ça là, parce que c'est pas mal. Ah bah, zut. Donc, comme vous l'avez compris, ça démarre en fait par la situation, donc on casse le vase. Et en fait, c'est une information qui va rentrer dans le corps, à travers les sens, et qui va arriver à un premier, dans le cerveau limbique, à un premier élément, à une première, comment on appelle ça, zone cérébrale, qui s'appelle le thalamus. Le thalamus qui, en fait, dont le rôle est de faire la garde-tri. C'est la garde-tri de l'information. J'ai reçu une information venant des oreilles. Ok, hémisphère droit. Hémisphère droit. Donc ça part dans l'hémisphère droit, voilà. Et du coup, l'information part dans l'hémisphère qui va traiter cette information. Donc, elle arrive à... Maintenant, elle va continuer son petit chemin et elle va arriver cette fois à l'amygdale cérébrale. Et l'amygdale cérébrale, c'est le gendarme. J'ai reçu une information des oreilles. J'appelle la mémoire. Alors, c'est combien déjà 10. Ok, 10. Oui, la mémoire. Oui, c'est hippocampe. Oui, j'ai reçu une information des oreilles. Est-ce qu'on peut analyser, s'il vous plaît? Alors oui, je vais regarder. Alors c'est quoi l'information? Alors bruit de pot cassé. Ah, ok, je regarde. Ouais. Alors je vais consulter l'ordinateur central. Ok. Ouh, bah oui. Alors attends. À l'âge de 4 ans, la personne, elle a eu une expérience un peu traumatique. Hein. Il y a eu ce bruit, exactement le même bruit, parce que c'était un plat d'une grande valeur sentimentale de sa maman, qu'elle avait cassé, explosé. Elle a 4 ans, quoi, elle avait exprès. Mais en fait, elle s'est pris une énorme gifle. Et en fait, elle a pleuré. Elle pleurait très fort. Elle a réagi comment, du coup? Elle était complètement scotchée. Elle a pris la gifle. Et après, elle a pleuré. Elle a pleuré très fort et ça a duré quasiment 2 heures. Jusqu'à ce que son papa il arrive. Ah ok, voilà. Bon, très bien, merci, j'analyse, merci.
Ok. Ok, peur de niveau 2. Peur de niveau 2. Alors, et il va aller du coup vers l'hypothalamus, je sais plus, l'hypothalamus je crois, qui va du coup créer l'émotion. Oui, je crois que c'est l'hypothalamus. Et en fait, il va du coup produire le neuropeptide. Alors c'est comme une petite molécule en fait, une petite molécule qui va porter cette information de la peur et il va l'envoyer dans la circulation du système nerveux automatique, donc le système nerveux autonome qui gère nos comportements réflexes, nos comportements primitifs, nos comportements de survie. Donc là, la tortue, elle n'a toujours pas agi. Ça se passe, c'est long, mais en fait, ça prend même pas une fraction de seconde ce qui se passe là. D'accord ? Et donc, du coup, voilà, cette information de niveau 2. Pourquoi niveau 2 ? D'ailleurs, oui, je n'ai pas expliqué ça. Parce qu'il pourrait y avoir, en fait, danger niveau 1 et danger niveau 2. L'amygdale, en fait, son rôle, c'est de dire si l'information, c'est sécure, à ce moment-là, du coup, c'est bon, ou c'est une menace. Et là, hop, je me mets en système nerveux sympathique où je vais agir par une réponse motrice qui est soit combat, soit je prends les jambes à mon cou et je fuis. Il y a une troisième, donc ça c'est le niveau 1 de danger. Et en fait, il y a un niveau 2 de danger qui a été récemment en fait, trouvé par Stephen Porges, qui est un psychologue américain, et qui a en fait compris qu'il y avait 3 branches dans notre système nerveux. Et en fait, cette troisième branche, c'est quand le système capte un danger mortel, c'est-à-dire un danger de niveau 2, c'est-à-dire un danger vraiment beaucoup plus énorme que juste le danger où je peux fuir, où je peux combattre. C'est le danger qui va me sidérer. Et ça, en fait, cette troisième réponse du système nerveux, c'est je fais le mort. Et du coup, je fais le mort, c'est une forme de protection aussi. Mais quand je fais le mort, en fait, je me déconnecte. En fait, mon système conscient se dissocie. On appelle ça en psychologie une dissociation. Et du coup, en fait, cette dissociation, en fait, c'est que c'est tellement douloureux ce que je vis, c'est tellement énorme au niveau intensité émotionnelle, que c'est plus sécure si je m'en vais. Donc du coup, je quitte le corps et je fais une dissociation. Et cet état de sidération, en fait, crée en fait une réaction de je fais le mort. Et donc du coup, je suis complètement à même de me laisser faire et j'ai pas de réponse qui sort et je suis incapable de répondre et d'agir. Voilà. C'est ce qui nous permet des fois de comprendre comment des fois dans les situations dramatiques, en fait la victime ne peut pas se défendre. Elle ne le fait pas exprès. Elle est sidérée. Elle est dans l'incapacité de le faire. Elle est dans l'incapacité de le faire. Elle est dissociée. Donc là, si je comprends bien, tout ce qu'on vient d'essayer de mimer, tout ça, c'est juste que voilà, il y a une information qui passe et en fait, il va interroger quelque chose dont on ne se souvient plus. Enfin, comment on peut faire en sorte de se souvenir de ça ou d'aller chercher ça ou de savoir que ça peut être ce truc-là et est-ce que le fait de mettre le doigt dessus, ça libère quelque chose ? En fait, on dit que l'inconscient, il représente à peu près 90% de nos comportements. Donc ça veut dire que dans notre vie courante, dans 90% du temps, on est en mode automatique. On est en mode, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait forcément, on n'est pas dans la présence de ce qu'on fait. On sait faire en fait, donc on est en mode automatique. Alors ce mode, il est juste génial, parce que sinon il fallait apprendre à chaque fois à reconduire ou à relire. Enfin, à chaque fois, ce serait compliqué. Donc heureusement qu'on a ce système-là. Mais le problème, si on peut dire, de cette mise en place automatique chez nous, c'est qu'en fait, il peut y avoir du mode automatique dans notre quotidien quasiment partout et très très peu de conscience. Et en fait, c'est ce travail-là en fait, qu'on peut faire, c'est en fait développer un petit peu la conscience, c'est-à-dire réussir à s'arrêter et à se dire qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que dans votre quotidien, vous prenez ce temps-là de vous dire bon, attends, là, il faut peut-être que je me pose juste un instant, que je prenne un petit rendez-vous avec moi et puis je me dis non, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation Mais j'ai réagi de manière complètement disproportionnée. C'est quand même surprenant que je réagisse comme ça. Enfin, je ne comprends pas. Et du coup, me questionner sur le pourquoi, en fait, j'ai eu cette émotion tellement intense, venue de je ne sais pas où, et de ne pas comprendre, en fait, pourquoi c'était là.
Si c'est comme ça, juste occasionnel, peut-être que je peux vivre avec. Mais si ça se présente, et puis ça se représente, et puis ça se représente, et qu'il y a plein de situations où à chaque fois que j'entends un bruit, schling, chaque fois j'ai la réaction, je ne peux plus agir, ça va m'épuiser au bout d'un moment. Ça va me développer tout un tas de stress internes qui vont me causer du tort au bout d'un moment. Et c'est la boucle du stress, le cortisol, qui vont ensuite détruire mes organes, détruire mes fonctionnements biologiques, mes systèmes intérieurs. Et donc du coup qu'il faut peut-être se faire aider, trouver des techniques. Les techniques qui nous sont propres, parce que des fois, la méditation, ça ne va pas à tout le monde. En fait, c'est simplement d'essayer de relâcher le système nerveux, de le relâcher le plus possible en conscience. Donc du coup, il y a tout un tas de techniques. Il y a la pleine présence, la méditation pleine présence, il y a la sophrologie, il y a le yoga, il y a les balades en forêt, il y a l'EFT, il y a plein de techniques qui nous permettent en fait de relâcher le système nerveux. Et c'est quand je suis au calme dans mon système nerveux, quand je me sens en sécurité, que parfois, comme ça, il va y avoir des informations utiles qui reviennent. Ah punaise! Ça me rappelle, par exemple, moi, dans mon expérience professionnelle, c'est souvent que ça m'arrive des personnes en fait, qui viennent en cabinet et qui en fait, arrivent avec un certain nombre de stresseurs et qui arrivent en fait, très affectées, avec beaucoup d'émotions. Et en fait, il va y avoir en fait, un processus d'abord de relâchement dans le système avec des exercices de EFT ou de sophrologie. Et puis ils vont repartir avec ça, puis après ils vont revenir, on va continuer de relâcher. Et puis ça va peut-être faire quelques séances comme ça. Et puis au bout d'un moment, ils vont revenir et vont dire « La dernière fois, j'ai fait un rêve, et j'ai compris pourquoi je suis venue vous voir. » Ouais. Pas mal. Et du coup, en fait, c'est juste parce que l'information, elle est remontée, et parce que j'ai relâché dans mon système nerveux, hop, la conscience est revenue. Et le fait de le conscientiser peut amener à, du coup, libérer cette fameuse émotion et à partir du moment où la conscience pose son regard sur quelque chose, en fait, en général, pouf, il le transforme. Donc c'est pour ça que ce travail en fait, de conscience est hyper important et qu'effectivement, lorsque la boucle du stress, elle est là, mais pour des raisons inconscientes, à partir du moment où on met la conscience dessus, pouf, la boucle, elle s'éteint en fait. Mais faut-il encore mettre le doigt sur ce qui ne va pas ou sur ce dont on a besoin vraiment, en fait. Et des fois, on peut tourner tout seul dans sa tête très longtemps, et des fois, on n'arrive pas à le trouver sans aide extérieure. Donc, des fois, on sait bien d'aller voir quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un qui va vraiment nous aider à chercher la racine du problème et puis la libérer, quoi. En tout cas, moi, si j'ai compris quelque chose, là, c'est que le principal, on va dire, de tout ce qu'il y a autour des émotions, c'est déjà d'en prendre conscience et d'essayer d'avoir un petit chouïa de recul comme ça et de regarder et pas forcément de tout analyser parce qu'on n'est peut-être pas capable de le faire. Oui. Mais en tout cas, alors, pour ma part, je le vois comme un personnage, cet être émotionnel en fait, que moi je transmets dans le physique par le clown en fait. Mais c'est un être émotionnel et cet être émotionnel, il est là et parfois je l'oublie en fait. Comme j'oublie mon corps, comme j'oublie qu'il lui aussi est un autre être. Et peut-être que c'est cette manière-là aussi. En tout cas, chacun peut, parce qu'on dit essayer de conscientiser l'intelligence émotionnelle, tout ça, mais c'est chacun avec vos images, peut-être de mettre un mot sur ce que c'est que l'émotion et puis de faire un petit pas de recul et puis de regarder ce qui se passe autour d'eux. Oui. Mais ça, effectivement, c'est pas inné. C'est un processus d'apprentissage qui ne s'apprend pas encore à l'école. Alors, on commence dans certaines classes à parler des émotions de plus en plus, quand même. Mais voilà, c'est un vrai apprentissage de savoir identifier ces émotions. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, en fait, c'est beaucoup de compétences derrière qu'on met. C'est comment identifier, c'est-à-dire savoir les reconnaître. Est-ce que là j'ai peur ou est-ce que là je suis triste ? Parce que des fois, ça fait les mêmes sensations, ou des fois c'est mélangé, ou des fois il y a tout en même temps. Et en fait, c'est vachement difficile de réussir en fait à discerner tout ça et à se dire ah oui là je suis comme ça. Parce que des fois en fait on est en colère, on croit que on reste sur moi je suis en colère, et en fait ça cache tout un tas de choses. Ça te cache peut-être une grosse frayeur ou une grosse tristesse, mais qui ne s'est pas dit. Et du coup la colère vient protéger en fait la vulnérabilité qui est dedans.
Donc du coup, plus je vais libérer cette force extérieure, ce bouclier qui est là pour m'aider aussi à me protéger. Ça peut durer un temps, mais quand ça s'épaissit trop, en fait, au bout d'un moment, je me coupe de mes sensations. Et je me coupe en fait de la partie qui est vivante en moi, ce mouvement intérieur de vie qui n'a qu'une seule envie, c'est de jaillir et vous aider à vous reconnecter à votre élan de vie. En fait, c'est vraiment cette énergie de spontanéité qui souhaite s'exprimer. Si on peut peut-être juste terminer sur cette image-là. Cette image d'élan de vie. Ouais. Je ne sais pas si tu peux nous... Oui. Alors du coup, je vais essayer de... Comment est-ce que je peux... Parce que je trouve que le principe est... oui, c'est vrai qu'on est... Ah mais j'ai pas les dés. On peut faire ça comme ça, ouais. Hop. Mais tu peux juste percer. Ouais, cet élan de vie, en fait, c'est vraiment un peu comme symbolisé par une flèche, sur lequel, en fait, quand on est enfant, en fait, on le chevauche, cet élan de vie, souvent. Voilà, on est beaucoup plus libre avec nos émotions. On se prend pas trop la tête quand on est enfant. On vit ses émotions. On est un avec tout, en fait. Quand on vit le moment du bain, par exemple, un bébé dans son bain, c'est génial à observer. Le bébé, il fait pas la différence entre son corps, entre l'eau, entre le petit poète-poète du canard, entre maman qui fait des grands sourires. En fait, il aime tout, quoi. Il est connecté avec tout. Et après, quand on grandit, quand on devient adulte, on commence à se dissocier, à se dissocier de tout ça, à se séparer. Et ça crée en fait beaucoup de tension et de souffrance. Qu'est-ce qui fait qu'on se dissocie, du coup? Alors, c'est pas qu'on se dissocie, c'est qu'on se sépare en fait de toutes ces parties vivantes de soi. En fait, c'est que voilà, il y a un moment donné, on grandit, et puis à un moment donné, c'est les « il faut que », tu dois faire ça. C'est important que tu aies une vie comme ça, que tu fasses ce métier pour pas décevoir papa. Voilà. Et puis en fait, tout doucement, on va venir comme ça s'éloigner dans les « il faut que »,« tu dois »,« il faudrait que », machin, etc. Et en fait, au bout d'un moment, on va se retrouver peut-être dans une forme d'enfermement. Cet enfer qui me ment continuellement et qui, du coup, est en train de me dire que je me suis peut-être beaucoup éloignée de cet élan de vie. Et qu'en fait, à l'intérieur de cette grande gueule de crocodile, si on peut dire ça comme ça, à l'envers, les dents, elles sont dans l'autre sens, voilà. Mais s'engouffre ici ce qu'on appelle les comportements de compensation. Les comportements de compensation, c'est l'alcool, les médicaments, le jeu, le travail à outrance. En fait, c'est toutes les activités qui remplissent ce vide interne, qui est un vide existentiel, en fait, mais sur lequel on ne prend pas le temps d'écouter. Et du coup, on vit dans une société qui a beaucoup plus appris à compenser le mal-être qu'à bien vivre son bonheur, en fait, qu'à savoir développer et nourrir son bien-être, en fait. Et du coup, comment on peut revenir un peu là Comment on vient là, en fait, justement, en écoutant ses émotions. Nos émotions, en fait, elles nous guident. Elles nous guident, en fait, à revenir, un peu comme si, en fait, ici, il y avait un aimant géant et que ces émotions, en fait, elles nous disent « Non, là, tu satisfais pas tes besoins, tu es complètement à l'envers de ce que tu aimes vivre. Donc, du coup, hop, je vais vivre une émotion désagréable. Et puis peut-être que là, tiens, je vais vivre une émotion agréable. Voilà, là, peut-être que tu es vraiment sur ton chemin de vie, tu es vraiment sur ce qui t'anime, ce qui te rend joyeux, ce qui te permet d'exprimer tes talents aux autres, de développer, de le partager, d'être en lien. Et c'est vraiment la nourriture existentielle de l'humain, c'est d'être en lien, en fait, et de partager, et de contribuer. Enfin, voilà, c'est en tout cas celle qui nous fait tous vivre et peut-être tous venir ici. C'est vraiment cet aimant. Moi, j'aime bien parce que dans aimant, il y a aimer. En fait, c'est apprendre à s'aimer. Apprendre aussi à reconnecter avec toutes ces parties en nous qui nous disent tout un tas de messages et qui parlent de nos besoins, qui parlent de nos aspirations, qui parlent
nos envies de contribuer ou autres, et qui tentent désespérément, du coup, de nous ramener là où on est censé être à notre place. Et quand on est là, et des fois ça peut prendre toute une vie hein, de le faire, hein, enfin voilà, c'est pas du tout facile à faire. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ça c'est facile, hein. Ce n'est pas de l'exprimer qui dit que c'est facile. On passe des fois par des étapes dramatiques, des fois de la maladie, etc. Et justement, ça nous aide à ouvrir notre conscience et à définir, à discerner ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, hein, vous savez tous, hein, ce qu'on a vécu tous ces derniers temps nous a amenés en fait, vers cette prise de conscience de ce qui est vraiment important, de l'essentiel et de ce qui l'est moins. Donc voilà, cette image, moi, me parle beaucoup et que du coup, au lieu de chercher à compenser en se distrayant, alors la distraction n'est pas non plus mauvaise, au contraire, mais voilà, vivez les distractions comme des nourritures de vos besoins, au lieu de les vivre comme des choses qui vous permettent de contourner ou de fuir en fait des réalités ou des stress. Voilà. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'avais envie de conclure. Et Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions peut-être qui restent un peu ou enfin, après on pourra discuter ensemble si vous voulez, mais voilà, s'il y a des choses là qui viennent que vous avez envie de partager. Non, tout le monde est... Non ? Deux questions. Oui ? Deux questions. Vous n'avez pas parlé d'émotion et de dégoût. Oui. Vous avez décrit les émotions, c'est intéressant, donc qu'est-ce que ça représente. Et puis autre chose, quand on ne vit pas d'émotion, les gens qui n'ont plus aucune émotion, ni la tristesse, ni la peur, on n'est pas un peu mort, enfin, voilà, donc il faut quelque part, il ne faut pas non plus vouloir les atténuer, il faut vraiment vivre avec. C'est bien rester dans le challenge. C'est ça. Surtout pas essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait plus. Ouais. Faire ressortir l'être d'émotion. Ouais. C'est ça. Mais le faire accepter aussi, c'est un travail dans certaines entreprises, notamment dans le monde du travail, c'est très compliqué de faire accepter ces émotions qui sont parfois mal vues parce que ça ne se fait pas d'être émotif. Donc il y a aussi toute cette conscience collective là-dessus qui évolue. Enfin, il y a plein de choses comme ce que fait Céline ce soir ici avec moi. C'est justement d'en parler et puis de démocratiser le sujet en fait. Hein, que c'est pas tabou, on a le droit en fait. Et en fait c'est nous. Donc si on le fait pas, oui en effet, on est mort. C'est ça. Alors le dégoût alors. La colère, c'est vrai, c'est un truc. On ne s'autorise pas. Ouais. Le droit à la colère. Ouais. Il faut être aussi indulgent envers des gens qui ont un accès de colère. C'est pas forcément dirigé contre nous, c'est juste qu'il y a un temps de sortir. On va le prendre systématiquement pour nous, puis accepter. Et puis... Ça me met en colère, les gens en colère, c'est terrible. Ça, vous n'en avez pas parlé d'ailleurs du fait que l'émotion se transmet, la joie se transmet, la colère se transmet. Se partage, ouais. Il y a tellement de choses que j'aurais pu dire, oui, c'est sûr, j'ai pas traité tout le sujet dans sa globalité. On peut rester là 3 heures encore, je crois. On peut faire une causerie de 6 heures. Il n'y a pas de souci. Il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Mais effectivement, non, je ne peux pas parler de toutes les émotions. Je me suis limitée à quelques émotions, les grands pôles émotionnels. Enfin voilà, j'en ai choisi 4 ce soir. Mais voilà, l'histoire, enfin votre conclusion est tout à fait juste en fait. C'est que, en fait, c'est simplement de se dire qu'à l'intérieur de nous, il y a des parts vivantes qui s'expriment d'une manière intense. Donc plus vous allez essayer de les mettre sous couvercle et de les renier, de ne pas les écouter, plus elles vont continuer à grandir, à se transformer, à devenir toxiques et à devenir vraiment des vrais poisons pour votre comportement, pour votre corps, pour plein de choses. Et aussi, enfin voilà, c'est aussi ça que vous allez transmettre aussi à vos enfants, malgré vous. Donc du coup, ça peut être aussi un challenge, un défi, une opportunité d'apprendre en fait à faire différemment et à faire sans se prendre la tête. Enfin, moi, j'aime beaucoup cet aspect ludique, en fait, de se dire que l'énergie, si c'est un mouvement, j'ai le droit d'être très en colère en arrivant du travail et puis de me mettre une musique que j'aime, comme tout à l'heure on a fait, et puis de sentir qu'en fait ça fait transformer les choses en moi. Et je connecte en fait avec des activités de cœur, des activités qui me rendent vivante. Il y en a c'est le dessin, il y en a c'est la peinture, il y en a c'est faire le clown, il y en a c'est déchirer du papier, il y en a c'est lire un annuaire, peu importe.
Il faut que ça soit une activité qui vous fasse du bien, qui vous détende, qui vous calme. Et c'est là, en fait, où vous allez apprendre à votre cerveau se reconnecter. Et après, vous aurez le recul nécessaire pour vous dire « Ah, ok, là, je peux analyser le problème. Mon stresseur, c'est ça. Bon, quelle stratégie je vais mettre en place pour pouvoir éliminer le stresseur ou nourrir mon besoin ?» Donc voilà, c'est vraiment l'idée. Oui. Moi, de ce que je retiens, surtout c'est que derrière une émotion, il y a toujours finalement qui s'exprime, c'est d'écouter, effectivement, l'accueillir le mieux possible, faire en sorte de l'exprimer de la façon la plus adéquate possible par rapport à où on est, effectivement, mais après faire peut-être des exercices pour l'exprimer. Et c'est ce besoin qu'il y a derrière, en fait. C'est que derrière une émotion, il y a toujours un besoin, et que c'est d'aller essayer de connecter ce besoin et de voir comment je peux le satisfaire pour me rapprocher de cette fameuse... Pour revenir là, ouais. Bah oui. Enfin, Tout à fait. c'est ce que je retiens. Oui, c'est ça. C'est qu'une émotion, elle vient jamais par hasard en fait. Ouais. Elle est toujours là pour vous donner un petit message qui parle de vos besoins, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de communiquer tout de suite, de ne pas attendre justement des choses qui s'accumulent et puis qu'on exprime après par la colère, alors qu'on peut peut-être parler, enfin s'exprimer tout de suite sur des petites choses, même si ça peut être en milieu maladroit. sur le moment, mais au moins c'est sorti. C'est sûr que la communication, c'est une clé fondamentale dans toutes les relativisations de conflits ou de relations, ou même avec soi-même. Déjà, de pouvoir être écouté par quelqu'un qui n'a pas de jugement, qui est neutre. Quand on va voir un praticien, par exemple, un thérapeute, un psychologue, n'importe qui, en fait, on va chez une personne qui va avoir une posture absolument neutre. Ce qui n'est pas le cas dans notre proximité, des fois d'amis, ou à moins d'avoir vraiment quelqu'un qui écoute vraiment, qui sache écouter sans jugement. Et en fait, ça va pouvoir se libérer si en fait en face, on se sent en sécurité. Si par contre en face, on sent du jugement, on sent des a priori, on sent de la minimisation de ce qu'on vit, ou même du déni, ou qui tente de nous trouver des solutions, ou de nous dire « mais il faudrait que tu fasses ça, tu iras mieux si tu fais ça, allez, viens boire un coup ». Et en fait, voilà, qui est dans le déni de ce que je vis vraiment, qui ne m'aide pas à accueillir, ça ne va pas m'aider en fait à m'apprendre à m'écouter. Ça va juste me dévier de ce que je ressens, et mon ressenti va augmenter, mon ressenti désagréable va augmenter. Donc effectivement, c'est la clé de pouvoir trouver les mots, et quand on les a pas, se dire que c'est vers une personne sans jugement que ça sera beaucoup plus facile d'y accéder, parce que mon système nerveux va pouvoir sentir cette sécurité qui va me permettre de connecter avec le langage, quoi, enfin avec ce vrai langage cette authenticité dans les mots. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre présence.